Livre 2. Comment Renard entra dans la ferme de Constant Desnois, comment il emporta Chanteclair et comment il ne le mangea pas. Puis un autre jour, il arrive à Renard de se présenter devant un village au milieu des bois, fort abondamment peuplé de coqs, gelines, jarres, oisons et canards. Dans le Plessis, messire Constant Desnois, un vilain fort à l'aise, avait sa maison abondamment garnie des meilleures provisions, de viande fraîche et salée. D'un côté des pommes et des poires, de l'autre le parc aux bestiaux, formé d'une enceinte de pieux de chêne recouvert d'aubépines touffues. C'est là que Constant Desnois tenait ses gelines à l'abri de toute surprise. Renard, entré dans le Plessis, s'approche doucement de la clôture. Mais les épines entrelacées ne lui permettent pas de franchir la palissade. Il entrevoit les gelines, il suit leurs mouvements, mais il ne sait comment les joindre. S'il quitte l'endroit où il se tenait accroupi, et si même il ose tenter de bondir au-dessus de la barrière, il sera vu sans aucun doute. Et pendant que les gelines se jetteront dans les épines, on lui donnera la chasse, on le happera. Il n'aura pas le temps d'ôter une plume au moindre poussin. Il a beau se battre les flancs et pour attirer les gelines, baisser le cou, agiter le bout de sa queue, rien ne lui réussit. Enfin, dans la clôture, il avise un pieu rompu qui lui promet une entrée facile. Il s'élance et tombe dans une plate-bande de choux que le vilain avait aménagée. Mais le bruit de sa chute avait donné l'éveil à la volatile. Les gelines effrayées se sauvent vers les bâtiments. Ce n'est pas le conte de Renard. D'un autre côté, Chanteclair, le coq, revenait d'une reconnaissance dans la haie. Il voit fuir ses vassals et, ne comprenant rien à leur effroi, il les rejoint, la plume baissée, le col tendu. Alors d'un ton de reproche et de mécontentement, « Pourquoi cette presse a regagné la maison? Êtes-vous folle ?» Pinte, la meilleure tête de la troupe, celle qui pond les plus gros œufs, se charge de la réponse. « C'est que nous avons eu bien peur. » « Et de quoi? Est-ce au moins de quelque chose? »« Oui. »« Voyons. »« C'est d'une bête des bois qui pouvait nous mettre en mauvais point. »« Allons, allons, dit le coq. Ce n'est rien apparemment. Restez, je réponds de tout. »« Oh, tenez !» cria Pinte. « Je viens encore de l'apercevoir. »« Vous? » ?»« Oui. Au moins ai-je vu remuer la haie et trembler les feuilles de chou sous lesquelles il se tient caché. »« Taisez-vous, sotte que vous êtes, dit fièrement Chanteclair. Comment un goupil, un putois même, pourrait-il entrer ici? La haie n'est-elle pas trop serrée? Dormez tranquille. Après tout, je suis là pour vous défendre. » Chanteclair dit et s'en va gratter un fumier qui semblait l'intéresser vivement. Cependant, les paroles de Pinte lui revenaient, et sans savoir ce qui lui pendait à l'œil, il affectait une tranquillité qu'il n'avait pas. Il monte sur la pointe d'un toit, là, un œil ouvert et l'autre clos, un pied crochu et l'autre droit. Il observe et regarde çà et là par intervalles jusqu'à ce que, las de veiller et de chanter, il se laisse involontairement aller au sommeil. Alors, il est visité par un songe étrange. Il croit voir un objet qui de la cour s'avance vers lui et lui cause un frisson mortel. Cet objet lui présentait une pelisse rousse, enroulée ou bordée de petites pointes blanches.
Il endossait la pelisse, fort étroite d'entrée, et ce qu'il ne comprenait pas, il la revêtait par le collet, si bien qu'en y entrant, il allait donner de la tête vers la naissance de la queue. D'ailleurs, la pelisse avait la fourrure en dehors, ce qui était tout à fait contre l'usage des pelisses. Chanteclair, épouvanté, tressaille et se réveille. « Saint-Esprit, dit-il en se signant, défends mon corps de mort et de prison. » Il saute en bas du toit et va rejoindre les poules dispersées sous les buissons de la haie. Il demande Pinte. Elle arrive. « Ma chère Pinte, je te l'avoue, je suis inquiet à mon tour. »« Vous voulez vous railler de nous, apparemment ?» répond la Joline. « Vous êtes comme le chien qui crie avant que la pierre ne le touche. Voyons, que vous est-il arrivé ?»« Bien, je viens de faire un songe étrange, et vous allez m'en dire votre avis. J'ai cru voir arriver à moi je ne sais quelle chose portant une pelisse rousse, bien taillée, sans trace de ciseaux. J'étais contraint de m'en affubler. La bordure avait la blancheur et la dureté de l'ivoire. La fourrure était en dehors. On me la passait en sens contraire et comme j'essayais de m'en débarrasser, je tressaillis et me réveillai. Dites-moi, vous qui êtes sage, ce qu'il faut penser de tout cela. » Eh bien, tout cela, dit sérieusement Pinte, n'est que songe. Et tout songe, dit-on, est mensonge. Cependant, je crois deviner ce que le vôtre peut annoncer. L'objet porteur d'une rousse pelisse n'est autre que le goupil qui voudra vous en affubler. Dans la bordure, semblable à des grains d'ivoire, je reconnais les dents blanches dont vous sentirez la solidité. L'encolure si étroite de la pelisse, c'est le gosier de la méchante bête. Par elle passerez-vous et pourrez-vous de votre tête toucher la queue dont la fourrure sera en dehors. Voilà le sens de votre songe, et tout cela pourra bien vous arriver avant midi. N'attendez donc pas, croyez-moi, lâchons tous le pied, car je vous le répète, il est là, là dans ce buisson, épiant le moment de vous happer. Mais Chanteclair, entièrement réveillé, avait repris sa première confiance. « Pinte, mamie, dit-il, voilà de vos terreurs et votre faiblesse ordinaire. Comment pouvez-vous supposer que moi, je me laisse prendre par une bête cachée dans notre parc? Vous êtes folle en vérité, et bien fou celui qui s'épouvante d'un rêve. » Il en sera donc, dit Pinte, ce que Dieu voudra, mais que je n'ai plus la moindre part à vos bonnes grâces, si le songe que vous m'avez raconté demande une autre explication. Allons, allons, ma toute belle, dit Chanteclair en se rengorgeant. Assez de caquets comme cela. Et de retourner au tas qu'il se plaisait à gratiller. Peu de temps après, le sommeil lui avait de nouveau fermé les yeux. Or, Renard n'avait rien perdu de l'entretien de Chanteclair et de Pinte. Il avait vu avec satisfaction la confiance du coq, et quand il le crut bien rendormi, il fit un mouvement, mit doucement un pas devant l'autre, puis s'élança pour le happer d'un seul bond. Mais si doucement ne put-il avancer que Chanteclair ne le devina et n'eut le temps de faire un saut et d'éviter l'atteinte en volant de l'autre côté du fumier. Renard voit avec dépit qu'il a manqué son coup. Et maintenant, le moyen de retenir la proie qui lui échappe. « Ah, mon Dieu, Chanteclair, dit-il de sa voix la plus douce, vous vous éloignez comme si vous aviez peur de votre meilleur ami. De grâce, laissez-moi vous dire combien je suis heureux de vous voir si dispos et si agile. Nous sommes cousins germains, vous savez. »
Chanteclair ne répondit pas, soit qu'il resta défiant, soit que le plaisir de s'entendre louer par un parent qu'il avait méconnu lui ôta la parole. Mais pour montrer qu'il n'avait pas peur, il entonna un brillant sonnet. Oui, c'est assez bien chanté, dit Renard, mais vous souvient-il du bon Chanteclair qui vous mit au monde? Ah, c'est lui qu'il fallait entendre. Ah, jamais personne de sa race n'en approchera. Il avait, je m'en souviens, la voix si haute, si claire, qu'on l'écoutait une lieue à la ronde, et pour prolonger les sons tout d'une haleine, il lui suffisait d'ouvrir la bouche et de fermer les yeux. Cousin, fait alors Chanteclair, vous voulez apparemment railler. Moi, railler un ami, un parent aussi proche que vous? Ah, Chanteclair, vous ne le pensez pas. La vérité, c'est que je n'aime rien tant que la bonne musique, et je m'y connais. Vous chanteriez bien, si vous vouliez. Clignez seulement un peu de l'œil et commencez un de vos meilleurs airs. Mais d'abord, dit Chanteclair, puis-je me fier à vos paroles? Éloignez-vous un peu, si vous voulez que je chante. Vous jugerez mieux à distance de l'étendue de mon fausset. Soit, dit Renard en reculant à peine. Voyons donc, cousin, si vous êtes réellement fils de mon bon oncle Chanteclair. Le coq, un œil ouvert, l'autre fermé, et toujours un peu sur ses gardes, commence alors un grand air. Franchement, dit Renard, cela n'a rien de vraiment remarquable. Mais Chanteclair, ah, c'était lui, quelle différence! Dès qu'il avait fermé les yeux, il prolongeait les traits au point qu'on l'entendait bien au-delà du Plessis. Franchement, mon pauvre ami, vous n'en approchez pas. Ces mots piquèrent assez Chanteclair pour lui faire oublier tout. Afin de se relever dans l'estime de son cousin, il cligna des yeux. Il lança une note qu'il prolongeait à perte d'haleine. Quand l'autre, croyant le bon moment venu, s'élance comme une flèche, le saisit au col et se met à la fuite avec sa proie. Pinte, qui le suivait les yeux, pousse alors un cri des plus aigus. « Ah, Chanteclair, je vous l'avais bien dit, pourquoi ne m'avoir pas cru ? Voilà Renard qui vous emporte, à pauvre dolente. Que vais-je devenir, privé de mon époux, de mon Seigneur, de tout ce que j'aimais au monde ?» Cependant, au moment où Renard saisissait le pauvre coq, le jour tombait, et la vieille femme gardienne de l'enclos ouvrait la porte du gelinier. Elle appelle Pinte, Bise, Roussette, personne ne répond. Elle lève les yeux, elle voit Renard emportant Chanteclair à toutes jambes. « Haro, haro !» s'écria-t-elle. « Au renard, au voleur !» Et les vilains d'accourir de tous côtés. « Qu'y a-t-il ? Pourquoi cette clameur ?»« Haro !» crie de nouveau la vieille. « Le goupil emporte mon coq !»« Et pourquoi, méchante vieille, dit Constant Desnois, l'avez-vous laissé faire ?»« Parce qu'il n'a pas voulu m'entendre. »« Il fallait le frapper. »« Avec quoi ? » ?»« Mais de votre quenouille. »« Il courait trop fort, vos chiens bretons ne l'auraient pas rejoint. »« Par où va-t-il ? » ?»« De ce côté, tenez, le voyez-vous là-bas ?» Renard franchissait alors les haies, mais les vilains l'entendirent tomber de l'autre côté et tout le monde se mit à sa poursuite. Constant Desnois lâche Mauvoisin, son gros dog. On retrouve la piste, on l'approche, on va l'atteindre. « Le goupil, le goupil !» Renard n'en courait que plus vite. Si Renard, dit alors le pauvre Chanteclair d'une voix entrecoupée, laisserez-vous ainsi maugréer ces vilains ? À votre place, je m'en vengerai, je les gaberai à mon tour. Quand Constant Desnois dira à ses valets « Renard l'emporte », répondez « Oui, à votre nez et malgré vous ». Cela seul les fera taire. On l'a dit bien souvent,
il n'est sage qui parfois ne folie. Renard, le trompeur universel, fut ici trompé lui-même. Et quand il entendit la voix de Constant Desnois, il prit plaisir à lui répondre. « Oui, vilain, je prends votre coq, et malgré vous. » Mais Chanteclair, dès qu'il ne sent plus l'étreinte des dents, fait alors un effort, échappe, bat des ailes et le voilà sur les hautes branches d'un pommier voisin, tandis que dépité et surpris, Renard revient sur ses pas et comprend enfin la sottise irréparable qu'il a faite. « Ah, mon beau cousin, lui dit le coq, voilà le moment de réfléchir sur les changements de fortune. » Maudit soit, dit Renard, la bouche qui s'avise de parler quand elle doit se taire. Oui, reprend Chanteclair, et la Malegoutte crève l'œil qui va se fermer quand il devait s'ouvrir plus grand que jamais. Voyez-vous, Renard, folle toujours sera qui de rien vous croira. Au diable, votre beau cousinage. J'ai vu le moment où j'allais le payer bien cher, mais pour vous, je vous engage à jouer des jambes, si pourtant vous tenez à votre pelisse. Renard ne s'amusa pas à répondre. Une fourrée le mit à l'abri des chasseurs. Il s'éloigna, l'âme triste et la panse vide, tandis que le coq, longtemps avant le retour des vilains, regagnait joyeusement l'enclos et rendait par sa présence le calme à tant d'amis que son malheur avait douloureusement affecté.